Alors, je vais parler d'effets d'éviction. Vous vous souvenez que quand j'ai parlé des externalités de recherche, j'ai dit qu'il y avait en gros deux externalités. L'une, c'est que quand j'innove, j'ai un impact sur les gens qui peuvent innover après moi, puisque je fais avancer la frontière de la recherche. C'est l'effet de spillover, et quelque part, on a mis en évidence cet effet dans les études d'Azoulay et Jaravel. Mais d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Et je vais vous parler de cet effet-là, c'est-à-dire l'effet que les nouveaux déplacent les anciens, quoi. Et ça, c'est une externalité négative, évidemment, parce que ça veut dire que quelque part, peut-être qu'il y a eu des efforts gâchés, finalement, qu'on est peut-être presque aussi bon, il y en a peut-être un de nous deux qui est un petit peu meilleur que l'autre, mais finalement, on était tous presque sûrs d'y arriver, et peut-être que l'un va évincer l'autre, et du coup, c'est du gâchis pour l'autre, quoi, quelque part. Vous voyez, donc c'est cet effet de duplication ou d'éviction qui est important, voilà, et qui est inhérent au processus d'innovation et de destruction créatrice. Donc là-dessus, il y a un article très intéressant de Borjas et de Doran sur la chute de l'URSS et la productivité des mathématiciens américains. Donc je vais parler de ça. Donc en fait, l'idée, donc on sait que la production de savoir est un ingrédient clé dans le processus d'innovation et les externalités liées au capital humain jouent un rôle capital. Les idées d'un chercheur influencent, mais sont également influencées par celles des autres. Et donc il y a toute l'idée attendez, mais là je ne suis pas dans la même. Ah oui, je suis dans cette. D'accord, voilà. Donc si vous voulez, il y a cette idée de dire, mais est-ce que finalement, c'est très bien, on collabore, mais il y a un côté positif, c'est que moi, je transmets mon savoir à l'autre et ça fait avancer l'autre qui, lui, me fera peut-être avancer demain, mais il y a peut-être un effet négatif qui est de dire, j'évince l'autre, quoi. Et du coup, l'autre peut être découragé aussi de me transmettre des idées. Vous voyez, c'est toujours un peu le problème, parce qu'il a peur que je puisse l'évincer, mais en partie aussi grâce aux idées qu'il m'a transmises. Donc voilà, donc ça c'est un aspect très important. Pour l'idée d'éviction, par exemple, très concrètement, un jour on dînait avec Guillaume Pépi de la SNCF, et donc il racontait comment les TGV, vous voyez, on parlait et je ne sais plus si c'était lui ou si c'était le PDG d'Alstom d'ailleurs, parce que je me demande si ce n'était pas le PDG d'Alstom, et c'était le CERF des économistes. Et on disait, voilà, Alstom voulait exporter au début en Chine, et puis les Chinois se mettent à vous imiter. Et après, vous vous dites, voilà, je ne vais plus aller là-bas parce qu'ils vont reproduire la technologie et ils vont pouvoir produire la même chose que moi, moins cher. Donc, je n'ai pas envie d'exporter. Maintenant, il y a des gens qui ont une attitude différente. Vous voyez, c'est très concret comme raisonnement. Parce qu'une façon, c'est de dire, écoute, je n'ai pas envie de te donner le savoir parce que tu vas m'évincer. D'accord ? Mais une autre manière, c'est de dire, c'est vrai que je vais te donner le savoir, mais d'un autre côté, ça me donne, le fait que je te donne le savoir, c'est que beaucoup de gens vont voir que c'est utile ce que je fais. Et peut-être que tu vas devenir mon concurrent, mais peut-être que tu es mon concurrent, tu vas me pousser à faire mieux. Vous voyez ? Et je vais innover. C'est presque un engagement à ce que j'innove davantage dans le futur. Et c'est très intéressant qu'on peut avoir les deux attitudes. L'une, c'est de dire, c'est vrai que je te donne du savoir, donc ça c'est très bien pour toi, d'abord pour ton développement, et en plus, tu seras mon concurrent, mais que tu sois mon concurrent, c'est quand même bien, parce qu'à chaque fois, tu vas me pousser à faire mieux, et puis toi, tu adapteras mes idées, tu me pousseras tout le temps à faire mieux. Et ça, c'est un côté sympa. L'autre truc, c'est de dire, ah non, surtout pas, je vais commencer à te donner des idées, tu vas faire du reverse engineering, tu vas pouvoir faire et après, tu vas m'évincer, et donc je ne veux pas du tout te donner mes idées. Donc ça, c'est une problématique qui est très concrète, quoi, et qui a fait que Siemens et Alstom ont une attitude très différente à l'égard de la Chine, si je ne dis pas de bêtises. Démarche. Donc on regarde l'effet de l'entrée soudaine de scientifiques étrangers très qualifiés sur la productivité des chercheurs en place. Donc en fait, on a regardé, c'est ce qu'on appelle une expérience naturelle. Il y a l'effondrement de l'Union soviétique, et du coup, il y a plein de chercheurs russes qui peuvent se déplacer librement. Et en fait, ils vont aller là, évidemment, où ils ont des bonnes offres, on sait les attirer, et les Américains, pour ça, ils sont géniaux. Ils ont su les attirer par une combinaison de visas et de bourses, etc. Et ils en ont attiré beaucoup, beaucoup. D'accord ? Et donc, ce que font ces auteurs, c'est de regarder l'impact de l'afflux de mathématiciens russes suite à la chute de l'URSS en 1989 sur
enfin à la chute de l'URSS en 91, mais suite à la chute du mur de Berlin en 89 et de l'URSS en 91. Là, il y a un petit typo que je vais corriger très rapidement, parce que la chute de l'URSS c'est 91. Et donc, donc il s'agit de 1000 mathématiciens russes, ce qui représente 10% de l'ensemble des mathématiciens russes, qui émigrent après la chute du communisme, enfin des mathématiciens universitaires, hein, qui émigrent après la chute du communisme, dont 30% vers les États-Unis. D'accord ? Donc ça, c'est ce dont on parle. Et les mathématiciens russes ou soviétiques ont un avantage comparatif dans certains domaines où ils sont particulièrement bons, qui ne sont pas nécessairement les mêmes domaines dans lesquels les Américains excellent. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils regardent de manière très fine les sous-domaines des mathématiques. Voyez, donc, par exemple, voyez, alors vous n'arrivez pas à lire là, mais vous aurez les transparents. Donc là, par exemple, les Russes sont très beaux. Là, on regarde le ratio des papiers qui ont au moins un co-auteur soviétique, un auteur soviétique, à ceux des papiers qui ont au moins un auteur américain. Et on voit que, par exemple, les équations intégrales, les équations différentielles, l'analyse de Fourier, etc., ils sont très, très, très bons. Et là, par contre, voilà. Et ça, c'est les domaines où les Russes, alors évidemment, dès qu'on est au-dessus de 1, c'est qu'évidemment, ils sont meilleurs. Donc, ils sont particulièrement bons là. Après, à partir de là, les Américains sont mieux. Mais enfin, on voit quand même, vous voyez, c'est les domaines par ordre décroissant de compétences russes dans ces sous-domaines des mathématiques. Vous voyez ? Donc, c'est vachement intéressant d'aller de manière aussi fine dans les sous-domaines d'un domaine. Vous voyez ? Et à ce moment-là, ce que vous regardez, c'est qu'ils disent, voilà, qu'est-ce que font ces auteurs ? Ils disent, voilà, on regarde d'abord, et bien là, ça représente la fraction, c'est ce qu'on appelle fraction ici, c'est le nombre de papiers publiés chaque année avec au moins une affiliation russe, divisé par le nombre de papiers publiés chaque année avec au moins une affiliation américaine. D'accord ? Et on regarde comment cette fraction évolue. Et ça, c'est vous voyez, donc, et on voit que, en fait, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, ça c'était le ratio, c'est ça que je voulais dire, c'est là qui était le ratio. Là, ce que je regarde, c'est le nombre de co-authorship entre papiers américains. C'est-à-dire que là, c'est le pourcentage des articles mathématiques où on trouve à la fois des auteurs russes et des auteurs américains. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc ici, le ratio que je regarde, c'est le nombre de papiers publiés avec au moins un auteur russe divisé par le nombre de papiers publiés avec au moins un auteur américain. C'est ça les ratios que je regarde là. Et les ratios que je regarde là, c'est le pourcentage des articles mathématiques où on trouve à la fois des auteurs russes et américains qui sont co-auteurs sur le même article. Et vous voyez qu'à partir de 90, hop, là, ça explose évidemment. Co-authorship, d'accord ? C'est quand même c'est merveilleux de voir ça. C'est pas très étonnant, mais c'est quand même merveilleux de le voir dans les données, d'accord ? Donc, c'est intéressant. Je me demande pourquoi maintenant ça baisse d'ailleurs. Je suis intéressé par savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que ça veut dire que les Russes sont allés dans la finance ou pas, ou d'autres sont ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est intéressant. Hein ? Ça, c'est intriguing quand même. Voilà. Enfin. Voilà, alors il va y avoir des explications. Alors ensuite, alors ce qui est intéressant maintenant, ce qu'on montre ici, c'est que c'est le chômage, vous voyez la fraction qui sont en employed. Ça peut paraître fou d'être en employed quand tu es mathématicien, mais c'est la fraction des American PhD sans emploi. Hein. Et vous voyez que cette fraction, elle augmente beaucoup après 90, et et la fraction des gens employés dans des universités ou des institutions qui peuvent délivrer un PhD. Donc c'est la fraction en emploi par des institutions comme ça. Hein. Quand je dis en emploi, ce n'est pas qu'ils sont au chômage, c'est qu'ils ne sont pas employés par des institutions. Je pense que ça doit être ça. Hein. Donc là, c'est la fraction des gens, des mathématiciens américains employés par des institutions qui peuvent délivrer délivrer des diplômes de doctorat, de PhD. Hein. Et vous voyez qu'on voit qu'il y a une chute de ce nombre, vous voyez, de cette fraction. Alors qu'il y a la chute il y a une augmentation de la fraction des en emploi. Alors je ne sais pas si c'est en emploi à vérifier. Est-ce que c'est en emploi par des étudiants ou un emploi tout court ? Donc ça, je dois juste vous donner. Mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a un impact significatif sur l'emploi des chercheurs américains. C'est quand même très intéressant. C'est un effet quand même marquant. Voilà. Et donc on observe une première conséquence sur le marché du travail, qui est un effet d'éviction déjà. Hein. Alors on peut regarder donc les Russes qui évincent les Américains.
Regardons de plus près les conséquences de l'afflux des mathématiciens russes dans les disciplines où les Russes étaient traditionnellement bons. Vous avez vu que tout à l'heure, j'ai décomposé en sous-domaines des mathématiques où les Russes étaient très bons, et puis en domaines où c'est plutôt les Américains qui étaient très bons. D'accord? Donc ça, ils regardent en détail. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ce n'est pas très surprenant, la fraction des publications où il y a des... donc ça, c'est la fraction des publications avec des Russes qui sont co-auteurs, d'accord? Et ça, évidemment, ça, mais c'est la fraction aux États-Unis. C'est la fraction aux États-Unis. Donc je regarde aux États-Unis la fraction des papiers qui ont des co-auteurs russes. Alors évidemment, on est pratiquement à 0 avant 89, puisqu'il n'y a pas de mathématiciens russes, ou très peu, et qu'il y a très peu de collaboration. Mais on voit que, évidemment, à partir de 90, il y a un décollage très très net des papiers, de la proportion des papiers académiques aux États-Unis, où vous avez des Russes, surtout, et c'est vrai dans les deux, mais c'est vrai que c'est surtout vrai dans les domaines où les Russes sont très bons. C'est un peu moins vrai dans les domaines où les Russes ça décolle partout. C'est ça qui est intéressant, c'est que les Russes ont aussi une externalité. C'est qu'évidemment, on va voir que c'est normal qu'il y ait plus de Russes qui soient co-auteurs de papier à partir du moment où ils émigrent plus aux États-Unis, mais ils vont l'être beaucoup plus dans des domaines où ils étaient très bons avant. Voilà. Donc ce n'est pas étonnant, ayant plus de Russes aux États-Unis, que plus de Russes soient co-auteurs de papier avec des Américains. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va être particulièrement vrai dans les domaines où ils étaient bons. Et donc ils importent leur domaine. Vous voyez, ils importent leur expertise dans les domaines où ils étaient les meilleurs. Vous voyez, donc c'est quand même c'est assez sympa comme courbe, ça, quand même. Donc voilà. Et alors ensuite, on peut regarder d'autres choses. On peut regarder d'autres effets. Donc ça, c'est donc ça, c'est les alors que je regarde ici, Low Exposure Mathematicians et High Exposure. Donc le rond, c'était des... voilà, ça, c'est des domaines où les Américains étaient particulièrement actifs. Hein? Donc ça, quel est l'effet de l'immigration russe? Donc on a 90. Ça, c'est des domaines où les Américains étaient particulièrement actifs. Et ça, c'est des domaines où les Américains ne sont pas tellement actifs. C'est-à-dire, là, c'était dans les domaines où ils étaient concurrencés par les Russes de manière importante, et dans l'autre, c'est où ils ne sont pas concurrencés. Et on voit qu'évidemment, dans les domaines où les Américains sont très concurrencés, eh bien, l'effet sur le nombre de papiers, vous voyez, l'effet va être négatif sur les papiers américains, mais particulièrement dans les domaines où les Américains étaient fortement concurrencés par les Russes. D'accord? Donc ça, et là, c'est ce qu'on appelle une radiation discontinuity. On voit que le nombre, en 90, il y a une chute brutale du nombre de papiers par des co-auteurs américains. Donc c'est l'impact of index of similarity on output of American mathematicians. Là, c'est le nombre de papiers de chercheurs américains. On voit qu'il chute davantage pour les Américains qui sont exposés. Donc probablement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on soumet à publication, la concurrence est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chances d'être refusé, quoi, parce que vous avez une concurrence avec des gens qui sont meilleurs que vous et qui soumettent au même moment. Vous savez, moi, j'ai été éditeur d'un journal et des gens me reprochaient d'être trop gentil. J'acceptais 20 papiers par an. C'est-à-dire qu'il y en avait 20 qui pouvaient être vraiment acceptés. C'est très peu, 20. Je recevrais à peu près 400 soumissions par an. Il fallait que j'en accepte que 20. Et j'étais très gentil parce que mes co-éditeurs en acceptaient 12 par an. Donc on est soumis et on vous force à ne pas accepter trop de papier parce qu'on a des contraintes de papier. Donc je vois très, très concrètement comment ça a pu marcher, cette affaire-là. Voilà. Donc, conséquences différenciées, les mathématiciens américains dont les thèmes de recherche sont proches de ceux des mathématiciens russes sont globalement impactés négativement. Donc, c'est l'effet de business stealing dont je parlais tout à l'heure, que l'on voit vraiment à l'œuvre. Pourtant, on pourrait s'attendre à ce que l'afflux de mathématiciens russes apporte de nouvelles idées et donc des externalités positives aux Américains. Vous voyez ce dont je parlais tout à l'heure, le absorptive capacity. On aurait pu imaginer, ils viennent, et comme moi déjà je fais de la recherche, ça va me stimuler davantage. Ou j'ai l'effet escape competition, ça peut être à la fois l'effet absorptive capacity de Cohen-Levinthal, et ça pourrait être aussi l'effet, puisque j'ai cette concurrence, je vais faire encore beaucoup mieux qu'avant, et pour échapper à cette concurrence quelque part. Et quelque part, on n'observe pas cet effet. Alors, les hypothèses avancées par les auteurs pour dire pourquoi on n'observe pas vraiment cet effet, c'est de dire que les effets positifs sont contrebalancés par des contraintes. Il y a des rigidités du marché du travail académique. On passe le nombre total de postes de doctorants
n'augmente pratiquement pas entre 90, 91 et 94, 95. Il y a aussi une rigidité du système de publication, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je veux dire, RESTAT, Review of Economic and Statistics, j'avais un certain nombre de limites de pages, limites de nombre d'articles que je pouvais accepter, et ces limites évoluent très lentement. Et voilà, et donc, si vous voulez, il y aurait pu avoir des effets positifs, mais à cause de ces contraintes, elles n'ont pas pleinement joué. Alors, ils le regardent un petit peu, ça, mais pas vraiment, mais c'est des hypothèses, disons, plausibles. Alors, ils regardent quand même, on regarde par exemple les home runs. Alors, ce qu'on appelle un home run dans les sciences, c'est un article que tout le monde cite, quoi. Voilà, on dit c'est un home run, d'accord ? Donc, un article, c'est un article parmi les 20%, pardon, définissons ici par un home run, un article parmi les 20% les plus cités par des chercheurs américains pour une année donnée. Et on voit que, si vous voulez, c'est également le nombre de home runs qui a baissé. C'est-à-dire que dans les groupes, à la fois les Américains qui sont dans des groupes, là on regarde les home runs par des Américains, en fonction du nombre de mathématiciens russes, et on voit que, eh bien, plus il y a de mathématiciens russes qui émigrent, plus moins il y a de home run par des Américains, particulièrement où il y a... Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que le nombre de home runs par des Américains augmente dans les endroits où les Américains sont peu exposés. Donc ça c'est intéressant, il y a un effet légèrement positif dans les domaines où les Américains sont peu exposés, donc il y a un effet, mais cet effet est plus que contrebalancé dans les domaines où les Américains sont fortement concurrencés par les Russes. Voyez, dans les domaines où ils sont exposés, là c'est vraiment l'effet business stealing qui domine, tandis que l'effet d'externalité, d'absorptive capacity ou de competition, il joue peut-être un peu dans les domaines où les Américains sont moins exposés. Donc ça c'est intéressant en soi, hein, de voir quand est-ce qu'un effet domine l'autre. Les départs à la retraite, donc ça c'est intéressant, ça c'est en fait c'est la longévité, hein, donc c'est une mesure inverse, et on voit que en fait, alors je regarde maintenant les deux courbes, ça doit être les secteurs exposés et pas exposés à mon avis, c'est ça. Donc le secteur pas exposé, on voit que ça avance l'âge de départ à la retraite des mathématiciens américains un petit peu, mais dans les secteurs exposés qui est à droite, on voit que ça fait partir les Américains beaucoup plus vite à la retraite dans les domaines exposés. Vous voyez, donc ceux qui sont... donc ça, c'est intéressant de voir, évidemment, qu'il y a également cet effet-là sur la carrière des chercheurs. Vous voyez, donc ça, c'est la longévité, c'est la probabilité, vous voyez, c'est le nombre d'années d'expérience. Donc ça, ça veut dire que vraiment vous partez, après le Soviet Influx, vous avez beaucoup plus de chances, voyez, de partir, vous avez peu de chances de rester longtemps. Donc là, c'est les années d'expérience, c'est les probabilités. Donc vous voyez comment vous lisez cette courbe, c'est-à-dire que ici, vous avez pas mal de chances de rester longtemps. Après le truc soviétique, vous avez un peu moins de chances. À chaque année, vous voyez, pour chaque année, là, vous avez moins de chances. Donc vous avez moins de chances d'arriver à 60. Mais vous voyez, ici, c'est vraiment, ici, c'est clairement, vous voyez, au tout début, là, ça n'affecte pas. Mais plus vous avez ça en âge, plus ça affecte. Ça, c'est dans les domaines exposés. Ça, c'est dans les domaines pas exposés. Mais même dans les domaines pas exposés, il y a un petit impact sur le fait que ça avance l'âge de départ à la retraite, mais ça l'avance particulièrement dans les domaines exposés. Voilà. Alors, comparaison internationale maintenant. On regarde les différences, donc ce qu'on montre dans les comparaisons internationales, que je regarde là. Plus un pays, alors ça c'est le truc de gauche, plus un pays reçoit des mathématiciens russes, plus la productivité des chercheurs du pays est impactée négativement, c'est-à-dire moins ils ont de publications, quoi, hein. Donc on voit vraiment ça. Donc là ici j'ai la part des immigrants russes, vous voyez, et ajustée par la qualité, et là j'ai la productivité des autochtones, et on voit que là on fait une régression de pays. Et on voit que si on fait une régression de pays, ben on voit... Alors là, évidemment, c'est des régressions de pays, c'est des corrélations que je montre, mais elles sont en accord avec l'expérience naturelle, hein. Donc l'expérience naturelle, évidemment, sur un plan économétrique, est plus satisfaisante que des corrélations entre pays. Mais ce qu'on voit bien quand même, que quand on regarde globalement les corrélations de pays, c'est en accord, disons. Plus un pays reçoit, plus la productivité... l'impact sur la productivité des chercheurs autochtones est négative. Là, ici, c'est l'index de connectivité, hein, c'est-à-dire plus un pays est connecté dans le sens où le thème de recherche sont proches, plus il est connecté des thèmes russes, si vous voulez, plus il est proche des thèmes
qui étaient les thèmes forts de la Russie, plus l'impact est négatif du taux d'immigration de mathématiciens russes. C'est intéressant, on connaît le taux de connectivité avec les domaines de recherche, avec les sous-domaines de mathématiques. Plus un pays avait était fort dans des domaines où les Russes également étaient forts, plus évidemment l'arrivée des Russes va évincer les chercheurs de ce pays. Vous voyez, donc ça, voilà. Donc, conclusion, on observe un business stealing effect des mathématiciens russes aux mathématiciens américains. Pourtant, il y a probablement des externalités positives d'échange de savoir, mais cet effet d'externalités positives est de second ordre, probablement à cause de rigidité, à la fois sur le marché du travail, c'est-à-dire le marché académique, et sur la structure et sur disons, la publication, tout ce qui est les rigidités en termes de, voilà, l'espace est limité pour les publications, et donc il y a des règles très rigides qui contrebalancent négativement les externalités positives. On a un effet légèrement positif pour les mathématiques, mais fortement négatif pour les mathématiciens. Les mathématiques, globalement, aux États-Unis, ont bénéficié d'avoir des Russes qui immigrent, mais évidemment, ça a été un effet qui est passé par l'éviction en partie de mathématiciens américains. Voilà, donc c'est intéressant en soi, mais c'est une belle expérience naturelle, et je voulais juste vous montrer cette expérience naturelle. Alors, il est quelle heure là maintenant? Il est, je regarde, il est 20. Alors, je passe maintenant, j'ai 2 autres papiers que je vais faire. Je passe maintenant à la partie 4. Voilà, vous êtes d'une patience d'ange, comme je dis toujours. Alors, mode plein écran. Voilà. Alors là, je passe à le Dancing with the Stars. Voilà, donc c'est un papier Alors c'est marrant parce que Ufuk devait le présenter hier à Harvard, en fait, ce papier. Mais finalement, j'ai vu qu'il présentait un autre papier. Voilà. Et là, en fait, ce qu'eux cherchent à faire surtout, c'est de retourner au débat Lucas-Romer, quoi. Et de dire, voilà, on veut regarder, est-ce que dire que l'interaction entre les gens, ça compte, ça veut dire que l'innovation ne compte pas? Non, puisque l'un est dans l'autre. Et nous, on va essayer de dire, on a un modèle de base où on croit dans l'innovation et on va montrer que l'interaction est une partie importante de la croissance par l'innovation. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que c'est un projet qui a été fait avec 2 économistes qui sont à Bordeaux. Bordeaux est une IDEX, ça a obtenu l'université d'excellence dès le premier round, dès le premier jury IDEX. Il a été renouvelé et maintenant pérennisé. Et vous avez un excellent laboratoire sur l'innovation à Bordeaux. Vous en avez ailleurs, vous en avez à Amiens, vous en avez à Nice, vous en avez à Dijon. Il y a plein d'endroits en France aux mines à côté, où il y a de très très bons centres sur l'économie de l'innovation. Et Bordeaux est un de ces centres où ils sont absolument excellents. Voilà. Donc, dans le milieu de la recherche et de l'innovation, les interactions entre chercheurs génèrent différents types d'externalités positives. Ils permettent également une diffusion du savoir au sein d'un projet de recherche donné, entre scientifiques ayant des expertises différentes, au sein d'un laboratoire entre projets de recherche connexes, au sein d'un domaine scientifique entre chercheurs associés à des projets et laboratoires différents. Et ils essayent de mettre un petit peu ça en évidence. Donc, que font-ils pour ça? Donc, ils veulent comprendre le rôle des interactions dans la création du savoir et sa diffusion, et quantifier l'apport des externalités en termes de croissance économique. Je crois que l'impact, la contribution majeure de ce papier, c'est de montrer l'impact sur la croissance de l'interaction. Voilà. Là, on va du micro vers le plus macro. Là, hein. C'est un peu ça, c'est ça que le papier essaye de faire. Voilà. Voilà. Donc, ils essayent d'abord au début d'établir un certain nombre de faits stylisés empiriques à l'aide des données, en mettant on va montrer des données qu'ils mettent, des données microéconomiques qu'ils exploitent, hein, et je vais en parler un peu plus longuement dans une minute. Et puis après, ils construisent un modèle d'équilibre général à la Lucas, cohérent avec les résultats empiriques. C'est ces modèles où en fait, les gens tombent les uns sur les autres, et ça a des conséquences pour la croissance de la productivité d'ensemble. Voilà. Donc en fait, les données qu'ils utilisent, c'est des données de l'Office européen des brevets, et ils ont des données sur la période 78-2013. Alors, comment ils mesurent les interactions? Qui invente avec qui? Ils regardent, évidemment. Et ils regardent également les individus présents sur plusieurs brevets. Donc ça, ils regardent également les multi-innovateurs. Donc, ils regardent vraiment la structure des brevets. Donc là, par rapport donc ça, c'est ce qu'ils font. Et la mesure de la qualité, c'est le nombre et la qualité des brevets, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, ou le nombre et la qualité des papiers ou des brevets. C'est toujours la même mesure de productivité, hein, d'accord? Donc, ils ont 8000... alors, ils ont un panel,
près de 800 000, plus de 800 000 inventeurs avec plus de 2 brevets déposés. Ils ont presque un brevet par an en moyenne par chercheur, donc c'est des gens qui brevettent beaucoup. 3 ans après un dépôt de brevet, eh bien, ils ont à peu près 1,6 dans l'indice de citation par brevet en moyenne. Donc ça, c'est un indice de citation simplement. Voilà, donc ça vous donne un petit peu quelques chiffres, de voir un petit peu mais vous voyez, on est tout de suite sur des échantillons très très larges, et donc on regarde ça. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus large comme échantillon que ce qu'on avait avec Jaravel et Azoulay, parce qu'Azoulay, il y avait 118 superstars, et même chez Jaravel, j'étais à 4000. Là, je suis à 800 000 inventeurs, donc c'est quand même une échelle beaucoup plus grosse. D'accord ? Je ne regarde pas juste ceux qui meurent, là, indépendamment de la mort des inventeurs. Ici, je regarde tout le monde. D'accord ? Donc, il regarde le lien entre collaboration et productivité, mais quand ils disent productivité, c'est nombre et qualité des brevets produits, c'est cette productivité-là. Il regarde l'interaction avec les superstars, à nouveau, il le regarde autrement, mais pas par la mort du superstar. Il regarde l'influence de l'âge des inventeurs et l'influence de la taille de l'équipe de recherche, d'accord ? Et donc, on va regarder un petit peu quelques faits. Alors, ne vous embêtez pas avec l'équation, on regarde le nombre de citations ou le nombre de brevets pondérés par les citations en fonction de cette variable qui est interaction. Et ce qu'on veut savoir, c'est quelle est l'importance de l'interaction dans les citations. Vous voyez ? Avant, simplement, je voulais mettre en évidence, par la mort de la superstar, que quand il y avait quelqu'un qui mourait, mes citations baissaient, ou mes brevets baissaient. Là, ce que je veux savoir, c'est simplement pour ceux qui... Je mets tout le monde, les meurent et pas tout le monde, et je vois globalement, je veux savoir quel est l'impact de l'aspect interaction, c'est-à-dire du nombre de co-inventeurs jusqu'à la période T-1 sur le nombre de citations à la date T. Vous voyez, donc je fais une échelle plus macro quelque part. Vous voyez, je ne regarde pas un individuel et je dis, voilà, tu as un co-auteur qui est mort, qu'est-ce que ça fait? Je regarde de manière générale le nombre total de citations, je regarde les citations d'un individu, un individu à autant T, et je regarde comment ça dépend du nombre de co-inventeurs que cette personne a eu jusqu'au temps T-1 en mettant tous les inventeurs ensemble. Voilà. Mais l'âge va jouer un rôle, évidemment. L'âge, c'est évident qu'avec l'âge, mes citations ont des chances d'augmenter. Donc, on sait qu'il y a des effets de l'âge, il faut contrôler pour l'âge, etc. Donc, le premier résultat qu'ils ont, c'est que, eh bien, interaction, c'est très important. Là, on contrôle pour rien du tout. Là, on contrôle pour l'âge et l'âge au carré. Là, on contrôle pour l'âge et l'expérience qui est mesurée par le nombre d'années qu'on a fait de la recherche. L'expérience, je crois. Que je sois là-dessus clair, je pourrais vous le dire là, exactement. Et donc, voilà. Et là, on contrôle pour la taille de la firme dans laquelle on travaille. Et vous voyez que, quels que soient tous ces contrôles, l'effet interaction est à peu près le même, et il est très positif et significatif. Donc déjà, on voit que, eh bien, c'est très important, l'interaction avec les autres, dans mon output de recherche. Que moi, mort, pas mort, etc., on regarde globalement, je profite des autres. Quoi. Voilà, pour expliquer la totalité de ma production, l'aspect interaction joue un rôle très important. Voilà. Donc ça, c'est le premier finding. L'interaction compte. La recherche, ça ne se fait pas tout seul. On a besoin d'interaction. Voilà. Ça relie à ce que j'avais dit sur la... J'ai peut-être parlé de ça quand j'ai parlé de l'innovation des TIC, des technologies de l'information et de communication. C'est que je pense, et une raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec Gordon, c'est que Gordon, il pense que la vague des TIC, c'est beaucoup plus petit que la vague de la machine à vapeur de l'électricité. Mais moi, je considère qu'il y a une erreur, c'est qu'il ne prend pas en compte le fait qu'on a modifié pas seulement la technologie de production, mais la technologie de production des biens et services, mais la technologie de production des idées. Maintenant, avec le Skype, avec le Dropbox et tout ça, vous avez en fait des possibilités d'interaction bien supérieures à ce que vous aviez avant. Et donc, ça va influer forcément sur la production scientifique, la production de brevets, l'innovation d'une manière générale. Donc ça, on voit cet effet-là, ça c'est un résultat très très important. Globalement, vous voyez, qu'on met en charge au niveau macroéconomique, vous voyez, voilà. Donc là, on le représente les interactions sont fortement corrélées avec une productivité plus importante des inventeurs. Mais là, évidemment, ce que je montre, c'est une corrélation. Je ne crois pas qu'ils instrumentent dans ce papier. Donc, évidemment, par rapport à ce qu'on a fait avant, la mort, l'avantage de la... Vous voyez, quand on regardait au niveau l'impact de la mort de quelqu'un,
c'était que c'était un instrument, on faisait une expérience naturelle, et donc ça joue, on faisait vraiment face à la causalité. Là, ce n'est pas vraiment de la causalité, ils ont une corrélation, mais ils n'ont pas d'instrumentation. Vous voyez, faites toujours attention, hein, il y a chaque chose a ses avantages, et tout ça en économie, par rapport aussi au livre de Cahux, Zilberberg, peut-être un jour on en parlera, si un jour vous avez envie de m'interroger là-dessus, si j'ai peut-être quelques minutes, on pourra discuter, ou un autre moment, mais je pense en économie, si vous voulez, et c'était ça un peu ma divergence avec eux, je pense qu'en économie, il n'y a pas une méthode qui marche. C'est plusieurs méthodes qui sont combinées. Je crois beaucoup dans l'analyse expérimentale, je crois beaucoup dans le va-et-vient entre modèles, prédictions empiriques, et on teste les prédictions sur des données, avec des régressions, et je crois aussi dans les calibrations de modèles. Je crois qu'il y a différentes méthodes, et aucune d'entre elles n'a la vérité absolue. Mais quand on voit qu'il y a beaucoup de choses qui convergent vers la même chose, on se dit qu'on tient quelque chose de assez robuste. Voyez. Et quand on voit que certaines choses qui sont au niveau macro continuent d'être vraies au niveau micro, on se dit qu'on tient quelque chose de solide. Et je crois qu'en économie, c'est ça l'approche. Je crois qu'il n'y a pas une chose qui marche. C'est plusieurs choses ensemble qui vous font sentir que vous avez confiance dans ce que vous faites. Voilà. On n'est jamais absolument sûr, mais on a, disons, un degré de confiance. Et moi, voilà, c'est un peu ça mon approche. Donc, j'aime bien vous exposer à différentes façons. Vous voyez, j'ai pris le problème par le bout. D'abord, je vous ai parlé de trucs très macro. Ensuite, je vous ai dit, voilà, il y a des expériences, la mort d'une superstar, la mort d'un auteur, etc., là, qui sont très, très bien identifiées. Et ça, c'est des corrélations, donc ce n'est pas très bien identifié, mais ça vous donne une idée de l'importance des effets. Voyez. Et ça aussi, c'est important de savoir. Voyez. Donc, on a cette corrélation positive importante. Alors, maintenant, il y a les qualités. On peut regarder la qualité des interactions. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, c'est-à-dire la high quality interaction, c'est les interactions avec des inventeurs plus productifs. Et effectivement, mes citations aujourd'hui vont être influencées par les interactions avec tout le monde, mais particulièrement avec les gens qui sont plus productifs. C'est quand même joli. Bon, ce n'est pas étonnant, mais c'est très sympa de voir ça. Vous voyez que ce coefficient... attendez, là, il n'y a pas un problème. High quality interaction sont moins que les high quality, low quality? Pardon? Ah oui, il y a un zéro en plus. Pardon. Oh là là, c'est que ça va mal, moi. Là, j'ai plus de mes lunettes. Je dois nettoyer mes lunettes. Vous voyez comme moi, ouais. Effectivement, vous avez vu que là, il y a 2 zéros, là, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc là, c'est plus petit. Je me dis, zut, je suis un peu embêté, je vois un 5, je vois un 3. Je n'avais pas vu qu'il y avait un 0 en plus. Ouf, d'accord. Donc j'ai bien ce que je veux. C'est-à-dire que les interactions, c'est surtout les interactions avec des gens compétents, ce qui va dans le sens des superstars, évidemment. Hein. Mais on le revoit ici, de cette façon. On regarde la qualité des recherches, donc si on interagit avec des gens qui ont été plus productifs en termes de citation weighted patents, de brevets pondérés par la citation des brevets, eh bien on voit que ça a un impact positif, mais c'est toujours évidemment je n'ai pas de causalité, c'est des corrélations que je montre là. Hein. Donc voilà, là je le montre en courbe. Interactions avec les inventeurs de grande qualité sont davantage corrélées. D'ailleurs, là, il manque un E, avec la productivité des inventeurs que celle avec les inventeurs de moindre qualité. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est très bien. Et alors, une chose intéressante aussi, c'est que les interactions augmentent avec l'âge. Vous voyez, je veux dire, évidemment, et donc c'est pour ça que l'âge est un aspect positif, parce que, évidemment, il y a un effet de l'expérience. Avec l'âge, je deviens un chercheur plus expérimenté, mais aussi j'ai davantage de co-auteurs et j'ai davantage d'interactions. Et ça joue positivement, évidemment, cet aspect-là. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand je regarde la productivité du chercheur, elle est concave. Quelqu'un m'avait demandé tout à l'heure, vous savez, j'avais une courbe où je montrais que en fait, je regardais les placebo survivors et pas placebo au cours du temps. Et je voyais que ça faisait comme ça, quand je regardais en moyenne. Hein, et ça baissait parce qu'en fait, évidemment, il y a des rendements décroissants avec l'âge. Vous savez que les mathématiciens, en général, après 40 ans, c'est pas vrai, puisque j'ai un co-auteur génial qui en a 60, qui a mon âge, mais la productivité, dans certains domaines plus vite que dans d'autres, tend à baisser au cours du temps. Ça, c'est normal, et voilà. Mais ça, ils le revoient. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils le voient sur leurs données. Ils voient que l'âge a cet effet concave. Donc, vous avez, c'est pour ça que d'ailleurs, si je regarde l'âge et l'âge au carré, vous voyez que l'âge est positif et l'âge au carré est négatif. Ça montre bien que l'âge, avec l'âge, ça augmente, mais de moins en moins. Vous voyez? D'accord? Avec l'âge, je deviens de plus en plus sage, mais de moins en moins vite. Vous voyez? Voilà. À un moment donné, je stagne, mais bon.
Je dois être là probablement. Voilà, d'accord. Donc ça. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est avec la taille de l'équipe. Ça, c'est aussi une chose. Une chose intéressante, c'est qu'on voit d'abord que la plupart des brevets sont le fait de 35%. Il y a 35% de brevets qui sont le fait de chercheurs isolés. Et puis après, chercheurs avec une team de taille 1, de taille 2, de taille 15, etc. Vous voyez. Et là, on voit à peu près la distribution. Et on voit comment la taille de l'équipe joue. On voit que ça ne fait pas une énorme différence. On voit qu'il y a très peu de gens. Donc ça, c'est le nombre d'équipes. On voit qu'il y a des chercheurs isolés. Et puis ça, c'est le nombre. Alors évidemment, si on regarde chercheurs isolés versus tout le reste, il y a beaucoup plus de recherches, parce qu'il faut additionner tout ça à comparer à ça. Il y a beaucoup plus de chercheurs en équipe que de chercheurs isolés. Il y a 35% des chercheurs qui sont isolés et tout le reste ne le sont pas. Mais après, ils sont dispersés dans des tailles d'équipes différentes. Voilà, d'accord ? Et surtout d'équipes plus petites et à mesure que l'équipe grandit, il y a moins de chances que vous soyez dans une équipe plus grande. Voilà, en gros, c'est ça globalement. Hein. Donc ça, ils arrivent à mettre en évidence. Et alors après, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, voilà, il y a ces faits. Évidemment, c'est des faits qui ne sont pas instrumentés, c'est des faits par des corrélations. Mais ensuite, ce qu'ils disent, c'est qu'on va faire la méthode des simulations. Ils vont faire un modèle. Et ils vont mettre des paramètres dans le modèle. Ils vont dire c'est un modèle où il y aura un certain nombre de caractéristiques. Et je vais mettre des paramètres informés par les régressions. Et ensuite, je vais comparer la performance de ce modèle à la réalité. Vous voyez, en économie empirique, il y a 3 manières de faire. Je vous apprends quelque chose, même si, voilà, l'innovation. Il y a une manière, c'est de faire des expériences, de dire, voilà, je prends Simon et je prends moi-même, parce que je n'ai pas de... Ou Joséphine, elle est là. Je prends Joséphine et je prends Simon. Donc, et je fais tout pareil, sauf que je donne un billet de 10 € à Joséphine et je ne le donne pas à Simon. Mais ils sont identiques autrement, d'accord ? C'est comme mes... Et je vois comment ils réagissent différemment. Ça a été un peu l'histoire de la mort du co-auteur. Ils étaient identiques, mais l'un a un auteur qui est mort et l'autre a un auteur qui n'est pas mort, d'accord ? Et je vois comment ils évoluent différemment. Ça, c'est la méthode expérimentale, d'accord ? Ça, c'est une première méthode. C'est celle que Cahux, Zilberberg disent, voilà, c'est le début et la fin de tout, d'accord ? Mais ça, on ne peut pas tester, par exemple, l'effet d'une augmentation de la concurrence en France. On ne peut pas analyser l'effet d'une loi travail, bonne ou mauvaise. On ne peut pas analyser l'effet d'une réforme de l'État avec cette méthode. Vous voyez, je veux dire, donc ça veut dire que si on suit Cahux, Zilberberg, on ne peut rien faire sur rien, parce qu'il n'y a rien qui se prête à l'expérimentation, pratiquement. Bon, deuxième méthode, mais il y a quand même des choses qu'on peut dire, et on a dit des choses ici. Hein. Deuxième méthode, c'est de dire qu'il y a des modèles qui ont des prédictions, et je vais tester les prédictions du modèle. Et je vais voir si ce n'est pas bien, je revois mon modèle, qui ont d'autres prédictions. Vous vous souvenez que j'ai fait ça quand j'ai parlé du financement de l'innovation. Vous vous souvenez, j'ai dit, je croyais que c'était l'histoire du manager paresseux versus l'histoire de l'insulation. Et on a vu que chacune des histoires avait des prédictions différentes. Et on a vu qu'on pouvait discriminer. Et on a fait une espèce d'enquête policière, d'enquête de police, et on a traqué le coupable. On a dit, voilà, c'est cette histoire-là, en faisant du va-et-vient. C'est une deuxième méthode, ça. D'accord ? Et puis, il y a une troisième méthode qui est de dire, je vais faire un modèle que je crois, c'est être assez juste, et je vais mettre des paramètres dedans. Les paramètres, je vais les tirer de régressions comme celle-ci, et je vais comparer, et ce modèle, il va me donner plein de choses, et je vais les comparer à la réalité. Et si ce modèle se conduit bien, ça me dit quand même quelque chose. Ça, c'est la modèle de la calibration des modèles. Mais on les calibre en mettant quand même des paramètres numériques qui sont tirés des régressions. Voilà. Et ces 3 méthodes sont utilisées en économie. Et les 3 sont utiles. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui est bien et les 2 autres ne sont pas bien, si vous voulez. Et c'est là ma critique du livre de Cahux, Zilberberg, si vous voulez, c'est que penser qu'il n'y a que la méthode expérimentale qui est valable, ça veut dire qu'on s'interdit de parler de pratiquement tout en économie, quoi. Et donc voilà, ça c'est un débat que nous avons, et voilà. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus pour vous parler de ça. Vous parler de moi, pour avoir un débat plus prolongé. Plus la critique sur le titre qui demande très mauvais goût. Bon. Anyway, alors, le modèle à la Lucas, donc il a un modèle où les gens se rencontrent. C'est un modèle où les gens se rencontrent avec des gens et évidemment, quand je rencontre quelqu'un, celui qui est plus productif, eh bien, donne sa productivité à celui qui est le moins productif. D'accord ? Et chaque individu dispose d'une productivité et rencontre d'autres individus. Et voilà, et chacun, voilà. Mais ils augmentent un peu ce modèle en autorisant la production de brevets. Donc le produit final grandit grâce au nombre de brevets produits par des équipes. Donc je rencontre un individu, j'ai un individu meilleur que moi, donc évidemment il va m'influer dans sa productivité et ça va avoir un impact sur la production de brevets.
Donc ils prennent un modèle à la Lucas où ils mettent en fait de la production de brevets, puisque Lucas n'a pas vraiment de l'innovation dans son modèle. Donc ils prennent un modèle à la Lucas et ils en font un modèle d'innovation. Donc ils réconcilient Lucas et les modèles de croissance endogène, d'accord ? Et chaque individu fait le choix de rejoindre une équipe avec un leader et des collaborateurs, et les individus apprennent de deux façons, l'interaction avec les autres individus et en recevant des idées d'une source externe qui leur permettent d'introduire un nouveau bien, d'accord ? Et ils ont un modèle comme ça, donc c'est un modèle de Lucas augmenté, c'est un modèle, en fait, ils mettent Lucas avec un modèle de croissance endogène, d'accord ? Où on décide, vous voyez, un modèle schumpeterien, si vous voulez, où on décide d'innover, sauf que là, on décide en même temps de rejoindre une équipe avec qui on innove, d'accord ? Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des paramètres dans les modèles qui sont tirés des régressions précédentes. Et vous voyez, ce qu'ils arrivent à faire, c'est qu'ils arrivent à reproduire avec leur modèle exactement les faits stylisés que nous avons expliqués, que nous avons mis en évidence simplement avec les régressions. Vous voyez, là c'est l'âge. Vous voyez, ça c'est avec l'âge, le nombre des interactions avec l'âge. Ils reproduisent ce nombre d'interactions dans leur modèle. Là, c'est la productivité qui décroît. Ça, c'est le pointillé en rouge, c'est ce qu'ils reproduisent avec leur modèle. Le bleu, c'est la réalité. Le vert, là, c'est les données, comment la densité des chercheurs, vous vous souvenez, c'est la courbe que j'avais faite tout à l'heure. Est-ce que je suis dans un chercheur isolé ou une personne, deux personnes, n personnes ? Eh bien, avec la théorie, ils arrivent à reproduire le modèle. Et puis, là, c'est la taille, là, c'est la densité par âge du chercheur. Hein. Et là, c'est la densité par taille du chercheur. Donc là, c'est le chercheur tout seul, etc. Et ils reproduisent pratiquement donc là, il faut une méthode un peu différente qui est une méthode de calibration, c'est-à-dire, voilà, on arrive à avoir un modèle raisonnable, on met des valeurs, une valeur de paramètres, quelques valeurs de paramètres qui sont sorties de données, mais tout le reste est reproduit, quoi. Et donc, il y a une cohérence du modèle. Voilà, c'est une façon de raisonner, c'est-à-dire, voilà, en tout cas, c'est un modèle qui est cohérent, parce que vous mettez une chose et les autres choses sortent comme elles sont plutôt dans la réalité. Voilà. Donc, c'est ça un peu l'exercice qu'ils font. C'est un peu leur réponse à ce débat dont j'avais parlé au tout début de ce cours. D'accord ? Donc, résultat du modèle, dans quelle mesure les interactions contribuent-elles à la croissance ? Pour mesurer, une fois qu'elles ont ce modèle avec les paramètres qui marchent bien, eh bien, elle dit maintenant on peut voir quelle est la part de l'interaction dans la croissance totale. Et il montre que 73% de la croissance peut être imputée aux interactions. Importance des interactions dans les secteurs technologiques et des moyens de communication. Donc c'est vraiment très. Donc le chiffre qu'ils arrivent, en faisant cet exercice macroéconomique, ils peuvent dire, ben voilà, eh bien, je considère que 73% de la croissance que nous avons, de la croissance par l'innovation que nous avons dans nos pays, elle doit aux interactions entre chercheurs, aux interactions au sein d'équipes de recherche. Voilà. Et donc voilà, en tout cas c'est intéressant, ce chiffre sera sûrement, les gens vont le contester ou vont dire oui ou non, mais c'est intéressant, c'est la première étude qui essaie de dire, voilà, je vais quantifier, je vais au moins proposer une méthode pour dire, voilà, eh bien, l'interaction, c'est responsable d'au moins 73% de la croissance. Si nous n'avions que des chercheurs isolés, eh bien, nous aurions beaucoup, beaucoup moins de croissance que nous avons, du fait que nous avons des équipes de chercheurs qui ont des interactions de savoir entre elles. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. L'importance clé des interactions avec des inventeurs déjà productifs en particulier, afin d'augmenter sa propre productivité, construction d'un modèle cohérent avec les données observées, mesure d'un effet significatif des interactions sur la croissance économique. Donc voilà un petit peu l'exercice qui est fait dans cet article. D'accord ? Donc maintenant j'arrive, il est quelle heure maintenant ? Il est 40... Oh là là, mais je dois me dépêcher. Oh là là, moi à chaque fois c'est pareil, je crois que je n'aurai jamais le temps. Et j'arrive, il me faut un quart d'heure de plus, d'accord ? Vous survivez là ? Ça marche ? Ah là là. Bon, je vais parler de climat. Vous avez vu qu'on est là, c'est bien puisqu'en ce moment on est à Marrakech. Hein ? Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller à Marrakech. Marrakech, c'est ici. Partez là, vous y allez, partez. Alors, Marrakech, voilà. Donc, donc le climat. Donc, alors le climat, c'est vraiment l'idée la suivante. C'est de dire, voilà, on pourrait dire, ben, finalement, pourquoi le gouvernement doit intervenir dans le climat, dans les innovations ? Chacun peut innover comme il veut. Des gens peuvent vouloir innover dans les moteurs à combustion et d'autres peuvent vouloir innover dans les voitures électriques. Pourquoi faut-il que l'État s'en mêle ? On peut dire, voilà, pourquoi l'État doit sortir de son rôle purement régalien ? Et donc, je vais regarder l'automobile. Alors, pourquoi l'automobile c'est intéressant ? Puisque justement, déjà les moteurs à combustion,
et j'ai les moteurs électriques. Et je peux classer les innovations dans l'automobile en termes d'innovation propre et d'innovation sale. Il y a des innovations qui sont un peu ce que j'appelle hybrides, entre les deux. Hein. Il y a les moteurs hybrides, hein, et puis il y a des innovations qui sont un peu, voilà, qui sont comme des moteurs hybrides. Alors les transports sont responsables en hauteur environ 25% des émissions de CO2. Et puis on sait qu'on peut substituer un moteur plus propre à un moteur plus sale. Donc c'est un truc où vraiment on peut substituer, quoi. Et moi j'étais par exemple à Zermatt pour 2 jours. En général, ça m'arrive d'aller dans des endroits un petit peu, voilà, mais je passe 1 jour là-bas, 1 jour et demi. C'est merveilleux, Zermatt. Toutes les voitures sont électriques là-bas. Je sais pas où vous avez été, c'est extraordinaire. Il y a pas on ne sent pas, jamais on respire l'odeur du fuel, quoi. Jamais. Donc comment les firmes répondent-elles aux politiques modifiant la direction de l'innovation? Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est les choses suivantes. Je vais vous dire, voilà, moi je vais vous expliquer, j'ai 10 minutes pour faire mon cas, hein, je suis dans un tribunal, j'ai 10 minutes pour vous expliquer que, en fait, voilà pourquoi l'État doit intervenir. Parce qu'en fait, les entreprises innovent plus dans le propre quand elles ont innové plus dans le propre dans le passé. Mais si elles ont innové plus dans le sale dans le passé, elles vont tendre à innover plus dans le sale maintenant. Et autre chose aussi, c'est que si les chercheurs qui travaillent dans l'entreprise proviennent de pays très polluants, eh bien, ils ont tendance à innover plus dans le polluant. Voilà. Donc il y a des externalités géographiques également. Donc il y a des externalités temporelles de mon passé sur mon présent, mais il y a des externalités également géographiques, c'est-à-dire que si j'ai une entreprise où mes chercheurs viennent beaucoup de pays où la pollution est importante, eh bien ça a un effet. C'est un effet de ce que j'appelle de spill. Voilà. Donc ça, c'est les cas là, c'est est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai accumulé des brevets propres ou des brevets sales? Ça a un impact sur est-ce que je vais produire un flux de brevets. Là, c'est des stocks de brevets. Ça, c'est des flux de brevets propres ou sales. Ma propension à produire des flux de brevets propres aujourd'hui dépend particulièrement positivement du stock de brevets propres et négativement du stock de brevets sales. Et en même temps, on va montrer que si j'ai vraiment beaucoup de chercheurs dans des pays qui viennent de régions très polluées, eh bien, j'ai moins de chances de faire du clean, alors que si j'ai des chercheurs qui viennent surtout de pays très environnementaux, j'ai plus de chances de faire du clean. Voilà. C'est ça que montre cette... Donc quand on voit ça, on dit, et là c'est le FP, c'est le fuel price, et là c'est très intéressant, c'est-à-dire que la politique ça marche, la taxe carbone ça marche. Vous faites une taxe carbone, et là c'est la beauté de ça. C'est pas seulement que ça fait que les gens produisent plus propre, mais ils innovent plus propre. Ça redirige le changement technique vers le propre. Vous mettez une taxe carbone plus grande, ça a un impact incroyable sur la direction, non seulement sur la production des entreprises, mais sur l'innovation des entreprises. Elles se mettent à introduire des moteurs électriques et à innover dans les moteurs électriques. Et c'est ça la beauté de la chose, et cet effet est très important. Donc pourquoi il faut que l'État intervienne? Parce que si on laisse les entreprises livrer à elles-mêmes, elles continuent à faire les mauvaises choses qu'elles faisaient avant. La seule façon qu'elles arrêtent de les faire, c'est de faire de la taxe carbone ou de subventionner la recherche propre et l'innovation propre. Alors voilà, les données, c'est tous les brevets internationaux déposés dans 80 pays du monde depuis 1965. Voilà, donc les brevets, on sait qu'on connaît. Donc vous voyez, on peut les classifier en moteur électrique, moteur hybride, moteur à combustion. Et vous voyez, vous classifiez du plus propre au moins propre. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut classifier les brevets en termes de propre et pas propre. Vous voyez ce qu'on peut faire? Et donc les données, on se limite aux brevets triadiques, c'est-à-dire aux brevets qui sont déposés à la fois au European Patent Office, au Japanese Patent Office et au US Patent Office. On regarde la période 78-2005, ça fait un peu plus de 18 000 brevets triadiques dans les technologies sales, 6 500 brevets dans les technologies propres, et j'ai 3 400 différents dépositaires de brevets, dont 2 400 sont des firmes et 996 des individus. Et là, on voit l'évolution au cours du temps. Alors, vous voyez que, regardez, c'est assez intéressant, mondialement, vous voyez que le nombre de sales a augmenté, mais le nombre de propres augmente aussi. Vous voyez, il y a quand même un décollage du brevet propre. C'est intéressant. Vous voyez? Et ensuite, alors, donc là, maintenant, la première chose que je vais regarder, je vais dire, voilà, eh bien, le prix du carburant. Alors, on peut regarder l'effet des prix du carburant. Alors, vous savez, quand je suis une firme, je vends dans différents pays. Et donc, évidemment, chaque pays a des prix du carburant différents. Mais comment, moi, la firme, je vais être affecté? Si je vends beaucoup dans un pays qui a beaucoup augmenté son prix du carburant, je vais être très affecté. Si je vends beaucoup dans des pays qui aura peu augmenté le prix du carburant, je vais être peu affecté. Donc on construit des mesures au niveau de la firme de son exposition à des augmentations de prix de carburant en faisant des moyennes pondérées.
C'est-à-dire, vous voyez, je vends dans différents pays, je sais comment chaque pays augmente son prix de carburant, mais je mets des poids qui correspondent à mes parts de marché dans les différents pays. Voyez, et je vois qu'à ce moment-là, je crée un indice au niveau de la firme du prix auquel il est exposé chaque année. Vous voyez, et c'est ça donc, que je regarde l'effet de ça sur l'innovation propre ou sale. Et là, maintenant, je vous donne tout de suite les résultats. Je vous donne les résultats, c'est que, en fait, eh bien, tout de suite, on voit que, eh bien, ça, c'est augmenter le prix du carburant va augmenter ma propensité, va augmenter mon niveau de mon flux d'innovation propre et va réduire mon flux d'innovation sale. Vous voyez, donc dès que j'augmente le prix du carburant, les firmes vont se mettre à faire moins d'innovation sale et plus d'innovation propre. Vous voyez, ça, c'est vraiment le plus important, ça, c'est très important. L'autre chose, c'est que l'autre résultat, c'est que si moi, mon stock d'innovation propre a un effet très positif sur ma propension à innover propre aujourd'hui, tandis que mon stock d'innovation sale n'a pas d'impact, en fait. Par contre, si mon stock d'innovation sale me pousse à davantage faire du sale aujourd'hui, c'est intéressant. Hein. Donc, si j'ai fait beaucoup de sale avant, je fais beaucoup de sale aujourd'hui. Si j'ai fait du propre avant, je fais plus de propre. Si j'ai du sale, voilà, ça c'est si vous voulez, ça c'est le stock de sale et le stock de propre. Les deux m'induisent à faire du propre. Mais le net, si vous voulez qu'il y ait la différence entre ça et ça, le stock de propre va m'induire à faire surtout du propre et pratiquement pas de sale, tandis que le stock de sale va m'induire à faire plus de propre et plus de sale, mais beaucoup plus de sale que de propre, vous voyez. Et donc en net, je vais faire du sale. Le sale va en net me pousser à faire du sale, en net. Et le propre va me pousser en net à faire du propre. Et là, c'est les spillovers, c'est-à-dire si je suis surtout des chercheurs qui viennent, mon exposure, dans l'importance, si mes chercheurs viennent plus de pays qui sont des pays propres, eh bien, je vais faire plus de propres. S'ils viennent plus de pays qui sont sales, je vais faire plus de sales, moins de propres. Vous voyez, c'est très intéressant, c'est le spillover, voilà. Et parce qu'ils ont la connaissance dans ces choses-là, évidemment. Mes chercheurs vont être bons et vont innover là où ils sont bons, qui sont là d'où ils viennent. Voilà. Donc c'est très intéressant, cette chose-là. Voilà, je voulais simplement, donc il y a plein de tests de robustesse qu'on peut faire. On peut différencier les innovations pour l'efficience des énergies fossiles. On peut introduire d'autres variables de politique comme la R&D, la subvention à innovation propre, innovation sale. On peut regarder les taxes sur les carburants plutôt que les prix, ça a le même effet que les prix, etc. Et là, juste pour conclure, je voudrais faire une simulation. Donc moi, j'ai fait aussi une simulation. On a dit on a un modèle, on a des régressions. Et avec nos régressions, on peut dire, ben voilà, on va regarder quel serait l'effet d'une augmentation de tant de pourcentage du prix du carbone. Et on va voir à quel moment mon stock d'innovation sale va être dépassé par mon stock d'innovation propre. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut? Les firmes, on sait que leur propension à innover propre aujourd'hui dépend du stock relatif d'innovation propre et d'innovation sale. À partir du moment où le stock d'innovation propre devient suffisamment plus grand que le stock d'innovation sale, d'elles-mêmes, les firmes vont innover dans le propre. Vous comprenez? Donc moi, ce que je dois faire, c'est stopper l'innovation sale, faire monter le stock d'innovation propre jusqu'à ce qu'il dépasse le stock d'innovation sale. À ce moment-là, je peux m'arrêter et les firmes, comme elles seront meilleures en innovation propre, elles vont d'elles-mêmes innover dans le propre. Et je me demande pendant combien de temps je dois mettre une taxe sur le carbone pour arriver à ce résultat, que le stock d'innovation propre dépasse le stock d'innovation sale. Vous voyez? Et tout ça, c'est de l'externalité, puisque c'est l'externalité de mon savoir passé sur mon savoir présent. Et donc, on veut savoir à quel moment le stock d'innovation propre dépasse le stock d'innovation sale. D'accord? On simule l'effet d'un changement des taxes sur le carburant. Et regardez ici, c'est si on ne fait rien du tout. Vous voyez, en 2030, on est encore loin. Le stock d'innovation, vous voyez ce que j'avais montré au début? Regardez, au début, je vous avais montré ce truc-là, vous voyez? Nous, on voudrait que cette courbe dépasse cette courbe. Vous voyez concrètement? Je veux que cette courbe, elle dépasse cette courbe-là. Alors, qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien? Si je ne fais rien, eh bien, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'encore à la fin du siècle, on n'aura pas dépassé le stock des innovations sales propres, n'aura pas dépassé le stock des innovations propres. Mais si maintenant j'augmente de 10% le prix du fuel, vous voyez, regardez, la courbe, elle baisse. Et puis, regardez, il faut que j'augmente. Là, si j'augmente de 20%, il faut que j'attende 2027, 2028 pour que ça se rejoigne. C'est trop tard pour moi. Et regardez, si je le fais de 40%, là, j'aurais réussi à faire rattraper pratiquement en 2020. C'est pas mal, hein? 2020, c'est demain.
D'accord? Donc, conclusion, le changement technique peut être réorienté vers l'innovation propre, en particulier grâce au prix, grâce aux taxes carbone. Hein. La mauvaise nouvelle, c'est que l'innovation propre peut ne jamais rattraper l'innovation sale sans intervention politique, publique, mais la bonne nouvelle, c'est que à partir du moment où vous avez une intervention publique qui permet au stock d'innovation propre de remplacer le stock d'innovation sale, à partir du moment où ça a été rattrapé, vous pouvez vous arrêter, puisqu'à ce moment-là, d'elles-mêmes, les entreprises vont faire de l'innovation propre. Les simulations suggèrent qu'une hausse assez importante des prix est nécessaire pour atteindre l'objectif. Et voilà, et donc après on peut regarder des combinaisons de politiques, etc. Mais en tout cas, ça donne de l'espoir quand même, parce que, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, ceux qui avaient regardé Nick Stern et au Nordhaus et tous les gens qui ont regardé l'environnement, ils regardaient simplement l'effet sur la production. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'effet sur l'innovation, parce que c'est important d'innover propre, pas seulement de produire propre. Et parce qu'on ne luttera pas contre le réchauffement climatique sans prendre en compte la dimension savoir. Elle est très importante. Il y a les externalités de moi avant sur moi maintenant, des chercheurs, mais il y a aussi entre pays, le Nord et le Sud. Le Nord va être le leader du Sud parce que le Sud va imiter le Nord. Si on fait beaucoup d'innovation propre dans le Nord, on va entraîner le Sud avec nous. Alors évidemment, il y a l'effet de dire que le Sud peut dire si vous faites des politiques propres, nous allons nous spécialiser dans les trucs sales. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce qu'on appelle l'effet de pollution heaven. On devient un paradis de pollution. Mais cet effet est contrebalancé si vous avez suffisamment d'entraînement par le Nord. Et tout ça, c'est des effets d'externalité. C'est vraiment l'externalité, mais appliquée au climat. Voilà. Je m'arrête là. Merci.